présenter un peu ce que c'est que la biologie structurale, la cristallographie, un peu vous montrer aussi qu'il y a une plateforme qui permet de faire le travail qui va vous être présenté. Et un aspect aussi qui m'est important, c'est aussi de montrer que souvent en sciences, on peut mêler sciences fondamentales, sciences appliquées, et justement, on va dire, comme on va voir là aussi, on va dire avec la création d'une entreprise à la fin. Hop là. Donc tout d'abord, quelques rappels sur la cristallographie, puisque je pense que la plupart d'entre vous ne sont pas familiarisés avec cette discipline. Donc pourtant, on va dire la cristallographie, c'est une des disciplines qui a été le plus récompensée par les prix Nobel, puisque justement, on va dire, c'est un peu comme ça Thomas, je pense que je vois. Et justement, ça a commencé particulièrement en 1953, lorsque Watson et Crick travaillaient sur la structure de l'ADN. Ils ont pris des fibres d'ADN qu'ils ont fait diffuser au rayon X, que nous voyons ici, et le cliché avec le X, pour certains qui ont déjà vu ça, est en fait caractéristique d'une structure en hélice, et à partir de ce cliché, ils ont pu déterminer tous les paramètres géométriques de l'hélice d'ADN et de montrer comment était structurée l'hélice d'ADN. Donc en fait, la cristallographie, c'est tout simplement une sorte de microscope qui permet de voir l'infiniment petit. Donc voilà. Donc quelques rappels avant. Alors les rayons X, ils réagissent avec les électrons. Quand il y a une onde électromagnétique, donc, pour ceux qui l'ont encore, qui ne le savent pas, les rayons X, c'est une onde électromagnétique. Donc comme de la lumière, sauf que la longueur d'onde est très petite, de l'ordre de l'échelle atomique. Quand les électrons sont dans une onde électromagnétique, ils se mettent à osciller, et en fait, ils agissent comme une antenne, et réémettent de la lumière dans toutes les directions. C'est ce qu'on appelle la diffusion. Donc les atomes étant constitués d'électrons, en fait, les rayons X vont interagir, et donc on va pouvoir voir ce qu'on appelle à la fin la densité électronique. En fait, avec les rayons X, on voit la densité électronique, et par conséquent, la position des atomes qui sont constitués d'électrons. Il y a d'autres types d'imagerie qu'on peut avoir, c'est aussi les neutrons. Les neutrons sont des particules, mais aussi, vous savez qu'il y a la dualité onde-particule. Donc les neutrons peuvent interagir comme une onde, et c'est comme eux ils interagissent avec le spin nucléaire, ils sont efficaces pour voir justement la position des atomes. En particulier les atomes d'hydrogène, contrairement aux rayons X, puisque les atomes d'hydrogène ne sont constitués que d'un seul électron, il est donc difficile de les voir, alors que par contre avec la diffraction neutronique, on peut les voir beaucoup plus efficacement. Et finalement, une autre technique que vous connaissez beaucoup mieux, la microscopie électronique, où cette fois-ci ce sont les électrons qui vont interagir, mais cette fois-ci avec le potentiel électrostatique. Et dans ce cas particulier, avec la microscopie électronique, on peut faire directement de l'image parce qu'il y a des lentilles électromagnétiques qui permettent d'obtenir directement l'image. Ce qu'il faut voir, c'est que ces techniques peuvent obtenir des images à haute résolution, alors que la microscopie électronique est plutôt à basse résolution, on voit des ensembles macromoléculaires seulement, comme on peut le voir ici. On ne voit pas la position des atomes. Donc, en fait, quand on éclaire un objet avec une onde, comme je vous ai dit, ça diffuse dans toutes les directions. Et ce processus de diffusion, juste pour votre culture, ça s'appelle la transformée de Fourier. Si on veut refaire une image, tout le monde sait qu'il faut une lentille pour reprojeter l'image sur un écran. Et on fait tout simplement le procédé inverse, qui s'appelle une transformée de Fourier inverse. En rayon X, il n'existe pas de lentille. Donc la lentille, on va dire, au laboratoire, ça sera Guillaume qui est ici présent, qui fera le travail, on va dire, mathématique pour reconstruire l'image. Par contre, en microscopie électronique, où il y a des lentilles électromagnétiques, et les électrons étant chargés, on peut refaire directement cette image, et c'est ce que vous voyez. Donc, vous allez dire, pourquoi utiliser un cristal? Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de diffusion juste avec des fibres. Ben, en fait, le cristal, c'est un objet régulier, et quand on éclaire un objet régulier avec des rayons X, ça a la propriété d'amplifier le signal juste à certains points. Ça fait des pics de diffraction, ce qu'on appelle. Donc en fait, le cristal nous sert juste à amplifier la lumière, le signal. C'est juste un amplificateur. On voit la différence ici, que là on a des points bien précis, alors qu'à un moment donné, on a une image beaucoup plus diffuse ici et beaucoup moins intense. Donc, quelles sont les étapes pour obtenir une structure de protéines, d'ADN ou d'ARN? Donc tout d'abord, il faut purifier l'objet, il faut partir de quelque chose d'assez pur. Le faire cristalliser, c'est une étape limitante, il n'y a pas de processus automatique, c'est des essais et erreurs avec un peu d'expérience. Ensuite, on va notamment au laboratoire au synchrotron de Grenoble faire la diffraction, donc voilà les images que je vous ai déjà montrées. Ensuite, il y a une autre étape délicate qui est le phasage, donc soit on va utiliser un modèle ou d'autres techniques avec des dérivés d'atomes lourds, et une fois qu'on a les cartes de densité électronique, on place les atomes dedans et on construit le modèle, et on a la position de chaque atome qui nous permet de comprendre la protéine.
Donc toutes ces étapes sont maintenant disponibles au sein de l'unité, on va dire, dans la plateforme, dont Guillaume Gothard est le responsable. Donc la purification, on purifie principalement les protéines avec Escherichia coli. On a plusieurs incubateurs. On les purifie avec un système de chromatographie. Et à la fin, il faut obtenir une protéine relativement pure pour qu'elle ait le maximum de chances de cristalliser. Donc, ensuite, une fois qu'on a la protéine pure, on vient d'acquérir un robot de cristallisation qui va essayer des conditions qui ont, on va dire, le maximum de chances de fonctionner, qui par expérience sont les plus probables. Il fait les boîtes automatiquement et on laisse le temps et ensuite on va regarder jusqu'à ce qu'on voit, on va dire, des cristaux apparaître. Ensuite, une fois qu'on a ces cristaux, on les fait diffracter au synchrotron là et on voit donc le cliché. Donc juste aussi pour votre culture, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut avoir en fait les tâches avec l'angle le plus important qui va donner le plus d'informations structurales, le plus de finesse. Ça, on va voir après. Donc, juste pour obtenir des RMX, donc soit on va dire. Juste des RMX. Donc, soit on va dire, on peut l'avoir en laboratoire, un système de génération de rayons X, comme on va dire, on fait en imagerie à l'hôpital. Mais on va dire, nous, ce qu'on privilégie, c'est d'aller au synchrotron à Grenoble, où on voit qu'on a un anneau qui fait à peu près 800 mètres de circonférence. Les électrons tournent. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, ce n'est pas, on va dire, pour faire de la physique particulière. Les électrons tournent, et lorsqu'ils sont accélérés, donc lorsqu'ils sont déviés, ils émettent des rayons X. En fait, le synchrotron ne sert juste à produire des rayons X. Donc c'est juste, on va dire, finalement, juste une source géante de rayons X qui permet d'obtenir, on va dire, de faire un super microscope. On peut voir aussi à Grenoble, juste à côté ici, qu'il y a le réacteur à neutrons qui aussi permet de faire de l'imagerie biologique et cette fois-ci pour voir les atomes d'hydrogène. On peut voir à travers le monde qu'il y a quand même un grand nombre de ces gros instruments qui sont quand même très coûteux, puisque justement, on va dire, c'est vraiment ces instruments qui permettent d'aller voir, on va dire, la matière dans l'infiniment petit. Notamment en France, nous en avons deux, un à Paris, on va dire, sur le plateau de Saclay, et un autre, on va dire, à Grenoble. Donc, la dernière étape que je vous ai dit qui était limitante, c'était le phasage. Donc il y a plusieurs techniques. Donc le remplacement moléculaire. Comme il y a de plus en plus de structures qui ont été résolues, on va utiliser une structure similaire qui va servir de modèle. Donc c'est la technique la plus simple et la plus facile. Et sinon, c'est des techniques un peu plus délicates avec des dérivés d'atomes lourds ou éventuellement en utilisant le signal anomale du sélénium, puisqu'on peut remplacer les méthionines par des sélénométhionines. Donc voilà, donc une fois qu'on a eu les phases, on obtient ce genre d'informations, vous voyez, ce qu'on appelle la densité électronique, et en fait, dans cette densité, on va tout simplement mettre les atomes dans cet endroit. Donc, une notion, souvent on entend parler d'une structure qui a une certaine résolution. En fait, plus la résolution, le chiffre sera bas, plus on saura ce qu'on appelle à haute résolution, et plus l'information sera précise. Donc on voit ici qu'on a un peptide, avec une tyrosine, une phénylalanine, une leucine, une tyrosine. Donc on voit brièvement qu'on a la chaîne principale, on voit les chaînes latérales qui pointent, et c'est grossi. On voit que la moufle qui entoure est relativement large. Si on augmente un peu, on voit déjà que ça s'est un peu resserré. On voit un peu plus d'informations. Donc là on est à 3 angstroms, donc c'est relativement bas. À 2 angstroms, on voit un peu plus de détails. Vous voyez par exemple ici, que sur cette tréonine ici, on commence à voir la position des atomes individuels. Vous voyez aussi sur la tyrosine, ce qui donne une information, un positionnement plus précis. À cette résolution aussi, on commence à voir les molécules d'eau, qui sont importantes aussi justement dans la structure de la protéine. Et vous voyez, si on arrive à une résolution de l'ordre atomique, de l'ordre de l'angstrom, on peut voir individuellement les positions de chaque atome. Donc ça, c'est déjà des modèles qui sont très précis, où on voit chaque atome. On peut aller encore à plus haute résolution, c'est-à-dire qu'il y a des structures de protéines qui diffractent au-delà de l'angstrom, comme on a eu. Et dans ce cas-là, c'est qu'on voit les électrons, pas seulement des atomes, mais aussi les électrons qui sont impliqués dans les liaisons atomiques. Donc on voit ici
par exemple sur ce plan peptidique, on voit aussi les électrons qui sont contenus dans la liaison, ou par exemple les doublés non liants de l'oxygène. Donc on voit à un moment donné que la chimie, c'est la réactivité des électrons. Donc vous voyez que quand on a une résolution de ce genre, entre guillemets, pour faire le calcul, pour faire la compréhension des mécanismes, c'est vraiment incroyable, puisqu'il suffit pas, il n'y a pas besoin de faire de mécanique quantique, il suffit de mettre les informations expérimentales dedans. Voilà. Donc, quelques exemples justement de ce qu'on peut faire avec la très haute résolution, puisque souvent, les gens pensent qu'on ne voit finalement que des choses grossières, mais dans certains cas, on voit justement des choses très très fines, et que justement, voilà, c'est une protéine cousine aux protéines DIM, une protéine DIM bactérienne sur laquelle on travaille, et on a eu de la chance, c'est que les cristaux ont diffracté à peu près à 0,8-0,9 angstrom. À cette résolution, on voit qu'on a pu placer les atomes d'hydrogène qui filent justement, puisqu'il s'agit d'un transporteur de phosphate, donc on a pu représenter tout le réseau de liaison hydrogène impliqué dans la fixation du phosphate. À partir de cette information, on n'a pas été obligé de la déduire, on l'a directement analysée, et ce qui nous a permis de comprendre le mécanisme de fixation du phosphate de cette famille de protéines. Justement, avec une liaison très particulière, une liaison hydrogène très courte, je ne veux pas rentrer dans le détail, et aussi des altérations du pKa par l'environnement chimique autour, électrostatique, qui permet justement de fixer avec une grande affinité le phosphate et pas d'autres molécules telles que l'arsenate. Donc on a pu le publier dans un très bon journal de chimie. Et récemment, l'année dernière, mon étudiant Michael Elias, qui a continué le travail, a cette fois-ci complexé ce transporteur de phosphate avec de l'arsenate. Et c'était intéressant puisque l'arsenate, c'est une molécule toxique, ça tout le monde le sait, parce que justement elle est très proche du phosphate, chimiquement et structurellement. Donc la plupart des protéines et des enzymes ne sont pas capables de faire la discrimination. Ce qui fait que l'arsenate est incorporé dans le métabolisme, sauf que les esters d'arsenate, contrairement aux esters de phosphate qu'on trouve par exemple dans l'ATP ou dans l'ADN, n'est pas stable. Donc en fait, le métabolisme va tourner pour rien, et donc ce qui va provoquer la mort. Et pendant très longtemps, les gens ne savaient pas comment et est-ce qu'il y avait des protéines ou des enzymes qui étaient capables de faire la discrimination. Il y a eu même une polémique puisque des bactéries vivaient à très forte concentration d'arsenate et étaient capables de survivre. Donc ils avaient dit que l'arsenate était incorporé dans l'ADN. Or, il n'en était rien, car en fait ces bactéries possèdent des transporteurs de phosphate très spécifiques qui sont capables de discriminer ces deux molécules. Chimiquement, les chimistes ne savaient pas comment c'était possible, et avec la structure à très haute résolution, on voit l'atome d'hydrogène impliqué dans une liaison hydrogène très particulière qui est courte, très énergétique. On voit que l'atome d'hydrogène n'est pas au même endroit, même si les deux molécules sont très similaires, et en fait, comme il n'est pas passé idéalement avec l'arsenate, il y a une énergie de fixation plus faible, et donc on va dire une discrimination de 400 à 1000 fois, dépendant juste, on va dire, pour ce petit déplacement. Donc on voit qu'il fallait la très haute résolution de nos cristaux pour pouvoir expliquer le phénomène. Donc maintenant je vais basculer un petit peu, on va dire, sur les applications biotechnologiques, avec notamment le développement d'un biocurateur d'agents neurotoxiques. Donc ça c'est un projet qui date de mon service militaire, puisqu'à l'époque on faisait encore le service militaire. Donc les agents neurotoxiques sont à base de phosphore, sont des molécules de ce type, donc on voit avec le PO, il y a plusieurs groupes autour. Donc c'est utilisé en tant qu'insecticide, donc ça pose des problèmes écologiques et de santé publique, puisqu'il y a 1 à 3 millions de décès, d'intoxications par an et 200 000 morts par an. C'est des molécules que vous connaissez, certains d'entre vous, on va dire ceux qui travaillent sur les poules, les puces avec le parathion ou le paraoxon, qui est utilisé, on va dire, comme agent contre les insectes. Certaines molécules sont encore plus toxiques que les insecticides, une centaine de fois, et c'est ce que vous avez déjà dû entendre, par exemple, comme l'agent le sarin ou le VX, qui sont actuellement utilisés en Syrie, et aussi le sarin qui a déjà été utilisé par un groupe terroriste lors de l'attaque du métro de Tokyo en 1995. Donc ils agissent tout simplement en bloquant au niveau de la fente synaptique l'acétylcholiestérase, donc l'information nerveuse reste continue, donc le neurone n'effectue plus sa fonction, et donc ça va provoquer la paralysie, la mort, asphyxie, des convulsions, etc. Donc il faut voir, vous voyez, que c'est très toxique, puisque on va dire, par exemple le VX, on est à 15 microgrammes par kilo. Donc une goutte suffit, on va dire, pour tuer un individu. Donc voilà les différentes molécules toxiques.
Donc le VIX, le saumon, le sarin. Donc on voit, on va dire, les problèmes qu'il y a aussi lors d'un terroriste pour décontaminer. Il faut des personnes en équipement spécial qui évacuent. Donc ils utilisent souvent de l'eau avec de la javel ou de la soude. Donc on voit des traitements agressifs qu'on ne peut pas, bien sûr pas mettre sur les personnes. Et quand les gens sont victimes de ça, ils commencent à avoir des nausées, se précipitent à l'hôpital et contaminent encore tout leur environnement dessus. Donc ça pose un gros problème de gestion là-dessus. Donc voilà. Et aussi, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a un autre risque qui est important, c'est aussi les insecticides, puisque ces insecticides qui commencent, on va dire, qui sont la plupart interdits en Europe, mais on retrouve encore des stocks en Europe ou à travers le monde, qui sont largement utilisés. C'est encore les insecticides les plus utilisés dans le monde, et ils sont très toxiques, puisqu'on voit qu'on les manipule, il faut avoir une combinaison étanche complète, et on voit que, on va dire que la DL50, c'est à peu près 5 mg par kilo. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'une goutte de pluie sur la peau suffit à tuer un individu. Donc on voit tout de suite la menace qu'il y a, grand accès, et un risque, on va dire, de toxique important. Donc, quels sont les moyens pour, évidemment, s'il y a un problème, pouvoir décontaminer le plus rapidement possible, sans prendre de risque, même les gens, pour éviter qu'ils contaminent et enlever la pollution le plus rapidement possible. Donc, l'idée, c'est d'utiliser des enzymes qui sont capables de couper ces molécules, et donc, si elles sont coupées en deux, elles ne sont plus toxiques. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'utiliser des enzymes? Puisque, justement, les enzymes ne posent pas de problème de pollution. Et si vous en avez sur la peau, sur les yeux, sur des blessures, sur les cheveux, ça ne va pas poser de problème. Donc c'est un traitement qui va être très efficace et à la fois très doux. Donc le problème, c'était de trouver la bonne enzyme, capable, on va dire, d'être utilisée facilement, produite, efficace. Donc ça a été le projet. Donc on s'est tourné vers une protéine qui avait une activité phosphotriestérase, donc capable de dégrader ces molécules d'insecticides à base de phosphore, qui était issu d'un organisme extrémophile qui vit dans les sources d'eau chaude du Vésuve, à plus de 90 degrés. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de travailler avec des organismes de ce genre? C'est que les protéines qui vont être issues de cet organisme sont naturellement thermostables. Donc ça offre forcément des avantages technologiques, de stabilité, de résistance envers les protéases, envers les solvants. On peut les purifier facilement à bas coût. Donc quand on dit que c'est intéressant, donc on a purifié cette protéine issues de cet organisme, et on a vu, on va tester sa stabilité. Donc tout le monde sait que les protéines sont souvent instables, surtout si on les met en solution à température ambiante. Donc Jérémy a pris de la protéine, l'a en solution, l'a laissé grosso modo sur la paillasse, et on voit, 14 mois après, à la toute l'activité, elle en a même augmenté, parce que justement, il y a des petites boucles, on va dire, qui ont été coupées, qui ont justement augmenté l'activité. Et si on compare la stabilité de son équivalent mésophile, on voit que lui, il a un temps de demi-vie de seulement 4 jours. Après, je vous ai dit aussi que c'était résistant aux protéases. Donc, au début, on a essayé avec un peu de protéase, sauf qu'on dit que la protéase est morte avant d'avoir coupé l'enzyme. Donc, on a mis une forte concentration de protéase, de subtilisine, 7 mg, et là, le temps de demi-vie, c'était 1560 minutes, ce qui est à peu près 1000 fois plus long que son équivalent mésophile. Donc en fait, voilà ce qu'il faut retenir à peu près de ces enzymes hyperthermostables. Ce sont des chars d'assaut, donc ça fait bien aux militaires quand on leur parle de ça, qui résistent à tout. Donc ça résiste aux protéases. Elles ont un temps de vie d'une demi-vie de 10 jours dans le sol. On peut les stocker sur la table et sous forme lyophilisée, il n'y a aucun problème. Donc c'est vraiment, on va dire, un produit très adapté pour la maniabilité industrielle. Là aussi, on a testé, on va dire aussi, on s'est dit, tiens, on peut peut-être faire des surfaces qui vont être fonctionnalisées avec cette enzyme pour être autodécontaminante, avoir toutes les électricités. Donc on l'a greffé sur des membranes de nitrocellulose, l'enzyme conserve son activité, et à un moment donné, on a essayé quelque chose d'un peu plus lourd, ça veut dire qu'on a dilué l'enzyme dans de l'acétone, et on a rajouté du polyuréthane. Et donc, avec ça, on a réussi à avoir une espèce de peinture qu'on peut appliquer, qui sèche, qui polymérise, et l'enzyme est toujours active, on n'a même pas 10% de perte. Donc ça veut dire que maintenant on est capable de fonctionnaliser toute surface, tout matériau, vêtements, on va dire, qui sera donc autodécontaminant. Et aussi on va avoir avec d'autres propriétés aussi intéressantes contre les bactéries. Donc je vous ai parlé aussi pour la purifier. Donc Julien a mis un protocole de purification. Donc il prend l'extrait cellulaire de colis, il chauffe. Les protéines de colis ne sont pas thermostables, elles vont précipiter. La protéine thermostable, elle, reste soluble. On centrifuge. Donc on obtient déjà un très très bon rendement, environ 55% de pureté. Il ne reste plus quelques protéines, on va dire des chaperones.
Et on peut éventuellement compléter la purification avec juste une précipitation sulfate d'ammonium. Donc on voit que ce genre de protéine aussi est très adapté pour des productions à grande échelle, puisqu'il suffit de chauffer, on va dire, un gros volume seulement d'extrait cellulaire. Donc ça c'est aussi. Donc, en gros, voilà, donc on avait identifié une protéine qui est intéressante, et d'un côté on avait son équivalent mésophile qui était l'enzyme la plus efficace pour dégrader les insecticides. Pourquoi? Parce que ce sont des bactéries du sol qui ont évolué ces 50 dernières années pour se nourrir des insecticides, comme source de phosphore. Donc elles ont atteint la perfection catalytique, et nous on avait une enzyme qui venait des sources d'eau chaude du Vésuve, qui n'avait pas du tout évolué pour dégrader les insecticides, qui avait une autre activité lactonase, et qui était certes efficace, mais beaucoup moins. Donc, comment améliorer cette enzyme en faisant quelle mutation? Et là, on voit tout de suite le dilemme. C'est-à-dire que souvent, on va dire, à l'heure de la génomique, on a accès à beaucoup de séquences. Ça, je pense que la plupart d'entre vous connaissent bien. Mais si on regarde comme ça, qui, parmi vous, est capable de me dire quelle mutation faire? Même avec l'alignement. Quels sont les résidus qui vont interagir avec le substrat? Avec quel substrat? D'où vient l'extrême stabilité de l'enzyme? Personnellement, on va dire qu'il faut faire des modélisations. On ne peut pas répondre avec l'alignement. Mais par contre, si on résout la structure, donc voilà, donc si on résout la structure, donc on va voir la position de chaque acide aminé. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit la protéine qui est sous la forme d'un dimère, vous voyez bien, un premier monomère ici, un deuxième monomère ici. Quand on regarde le site actif, regardez, on a ici un tonneau fait par des feuillets, 8 brins qui forment un tonneau, entouré d'hélices, dans ce qu'on appelle une structure en Timbarel. Le site actif est constitué de 2 cations, un fer, un cobalt. Entre les deux ponte une molécule d'eau. Donc une molécule d'eau pontée par 2 cations, 4 charges positives. Vous imaginez bien que ça ne va pas être une molécule d'eau classique, normale, c'est une molécule d'eau qui va être activée. Une molécule d'eau activée, c'est OH-, c'est-à-dire c'est de la soude. Donc on voit la soude, tout le monde connaît les propriétés, on va dire, de dégradation de la soude. Donc on voit que cette molécule d'eau OH- est tout à fait bien placée vers l'analogue de substrat, ici, qu'on voit un analogue de lactone, pour pouvoir aller attaquer la molécule et la couper. Donc on voit tout de suite ici qu'on comprend le mécanisme. Voilà, donc, vous voyez, regardez, si on regarde un peu le site actif, on voit ici qu'on a les 2 métaux, vous les voyez au fond, et vous voyez en fait que la longue chaîne aliphatique de la lactone rentre dans un espèce de tunnel. Donc on comprend tout de suite, vous voyez le tunnel là qui arrive là, donc on voit, avec la structure, on peut identifier tous les acides aminés qui sont impliqués dans la reconnaissance, s'ils sont hydrophobes, solubles, et donc à partir de là, on peut avoir des idées. Par exemple, on voit qu'ici, vous voyez que le site actif est très étroit pour ce genre de substrat, et si on veut mettre des phosphotriesters, on comprend tout de suite qu'il va falloir faire de la place. Donc, à partir de ça, avec de la modélisation, on est capable de prévoir les mutations qui vont éventuellement pouvoir changer l'activité. Et juste pour vous montrer un peu qu'en fait, que quand on regarde la structure, exactement toute l'information qu'on a, voilà. Donc en fait, vous voyez que c'est beaucoup plus complexe. En fait, la structure en hélice et en feuillet, c'est juste une représentation schématique de la chaîne principale. Et en fait, vous voyez qu'on replace dans la densité chronique, chaque point correspond finalement à un atome. Donc on voit quand même qu'il y a des milliers de positions à mettre. Et on reconnaît ici exactement chaque acide aminé qui vont pouvoir interagir, soit avec le monomère, soit avec l'autre, etc. On peut voir aussi. Et aussi, on a accès donc justement à toutes les positions des molécules d'eau qui sont aussi importantes. Voilà.
Aussi, un autre point aussi qui peut être intéressant aussi en cristallographie, c'est aussi, je vous ai dit qu'on avait deux cations, un fer, un cobalt. C'est pas toujours facile de déterminer, surtout quand on a un site, on va dire un hétérosite. Je pense que vous connaissez aussi la technique de la spectrométrie de Flood, on a un échantillon qui peut nous donner la composition, mais si cet échantillon, en solution, il y a d'autres métaux, ça va être, on va dire, tromper un peu l'expérience, et puis, pour savoir lequel est le fer, lequel est le cobalt, c'est pas forcément facile. Sauf qu'à un moment donné, on peut utiliser la fluorescence des rayons X, et là, en utilisant cette propriété, on est capable de faire ce que j'appelle de la spectrométrie tridimensionnelle à l'échelle atomique, et on peut allumer un atome juste par rapport à sa fonction chimique. Donc on peut savoir qu'ici, ça va être un atome de fer, que l'autre, ça va être un atome de cobalt, de façon non ambiguë. C'est-à-dire qu'on a la nature chimique et sa position en même temps. Donc c'est une des techniques les plus précises pour déterminer justement la composition chimique d'une protéine. Alors maintenant, avec la structure, on a pu expliquer les caractéristiques de l'hyperthermostabilité de cette protéine qui résiste donc juste à plus de 90 degrés sans problème. 4 heures à 90 degrés. Donc, on voit le dimère que je vous ai montré. Quand on le compare à son équivalent mésophile qui n'est pas thermostable, on voit qu'il y a eu un petit shift. En fait, la surface du dimère a augmenté, notamment par des contacts hydrophobes. Les contacts hydrophobes sont plus forts à haute température. Les interactions hydrophobes étant d'origine anthropique. Et autre point, on va dire, remarquable, c'est qu'on voit à la surface qu'il y a des tas d'acides aminés, aspartiques, glutamiques, lysine, arginine, donc chargés négativement et positivement, qui vont former à la surface un riche réseau complexe de liaisons ioniques. Donc les liaisons ioniques sont des interactions très fortes, et on voit qu'elles sont très complexes, et ça fait vraiment comme un filet, c'est-à-dire que quand la protéine va être à haute température, qu'elle va commencer à se débobiner, ce réseau va permettre de ramener les interactions et de la stabiliser. C'est une des raisons principales de son extrême stabilité. Mais vous voyez bien que quand on voit la complexité de ce réseau, à partir de la séquence primaire, il était impossible de le déterminer. Donc il n'y a que la structure qui permet de comprendre exactement et d'expliquer ce réseau. Donc, à partir de la structure, on a pu déterminer les mécanismes catalytiques pour la fonction phosphotriestérase pour les insecticides et la fonction lactonase qu'on va voir après. Donc on voit bien la molécule d'eau ici qui est activée en OH-, qui va former un intermédiaire, on va dire qui va attaquer l'intermédiaire tétraédrique en formant un intermédiaire pentavalent, et après il y a le partant qui part de l'autre côté, et l'activité lactonase, où cette fois-ci on a un intermédiaire blanc qui va former un intermédiaire tétraédrique là-dessus. Donc on voit aussi que souvent la plupart des enzymes peuvent posséder plusieurs activités en même temps, et c'est une des raisons aussi de l'évolution. C'est-à-dire qu'on a une enzyme, mais elle peut avoir plusieurs activités. Et ce qui fait qu'à un moment donné, si selon une pression de sélection, il y a un intérêt de développer l'activité qui n'est pas forcément son activité biologique initiale, ça lui donne un avantage, elle va pouvoir la spécialiser tout en gardant la première activité, et éventuellement, à un moment donné, quand ça deviendra incompatible, il y aura séparation de gènes et chaque protéine évoluera de son côté. Donc, comme je vous ai dit, on avait une protéine très stable, donc peu chère, très stable, mais pas très active. Et de l'autre côté, on avait une protéine très active, mais chère à produire et moins stable. Donc l'idée, ça a été de transférer le site très performant de l'enzyme mésophile dans l'architecture très stable de l'enzyme hyperthermostable. Donc avec la structure, on a pu identifier une banque de données de mutation, parce que si on le fait juste par mutation, on voit bien. Si on le fait par. On ne peut pas, on va dire, on voit que chaque acide aminé, il y a 340 acides aminés, 20 mutations possibles à chaque fois, vous voyez que 20 puissance 340, ça donne un énorme chiffre. Donc l'idée, ça a été de développer une technique particulière, c'est de trouver juste une mutation inspirée par la nature, tout simplement une enzyme naturelle qu'on avait, qui était très performante, et de réduire cette banque de données de mutation à 14 mutations bien précises. Sauf que quand on fait ces 14 mutations d'un coup, c'est pas forcément compatible, la protéine était instable. Donc on a voulu trouver le meilleur compromis. Donc là on a fait donc, de l'évolution dirigée rationnelle, ce que je vous ai dit, on screen les meilleurs mutants, on analyse les meilleurs mutants, et à la fin, on garde les mutants les plus améliorés. Donc comment est-ce qu'on peut cribler juste une banque de mutations? Donc là vous avez les gènes
de la protéine, on les fragmente avec la DNase, et sauf qu'à un moment donné, qu'on a des oligonucléotides qui vont contenir les mutations désirées. Et quand on remélange et qu'on refait les PCR, les mutations vont s'insérer, donc on n'aura que les mutations qu'on désire. Peut-être une mutation, peut-être deux, peut-être trois, mais en tout cas, on va explorer l'ensemble des mutations de la banque de données. Donc on a un espace beaucoup plus restreint qui permet de converger beaucoup plus vite. Et voilà le résultat que nous avons obtenu. Nous avons pu améliorer l'enzyme de 854 fois. Donc, en gros, si on parle de technologie, si on augmente de 854 fois, on diminue le prix de 854 fois, grosso modo. Donc, on voit tout de suite l'intérêt. Donc, on a pu obtenir un mutant tout à fait intéressant déjà pour les activités biotechnologiques. Alors, grosso modo, la mutation, le but c'était de faire de la place, justement, puisque l'enzyme était une lactonase et on voulait une phosphotristérase avec quelque chose de plus compact. Mais il faut bien voir que ce n'est pas aussi simple que ça. Parce qu'il y a des mutations, des fois, qui ne vont pas forcément créer de la place directement, qui ne vont pas interagir avec le substrat, mais qui vont donner de la flexibilité dans les boucles. Or que, juste un petit rappel, vous savez que pour fixer un substrat, on va dire c'est le delta G, l'énergie libre qui joue là-dessus. Or que dans cette variante thermodynamique, il y a une partie purement énergétique et une partie anthropique, TS. Donc on voit qu'à un moment donné, si on veut avoir une autre activité, on va dire, de donner de la flexibilité, ça va permettre d'accommoder d'autres substrats. Et ça, vous comprenez bien que de modéliser, de faire de la place, on peut le faire sur l'ordinateur, trouver les positions qui vont agiter les boucles, c'est beaucoup plus difficile. Donc on voit la technique est très puissante pour converger, mais derrière, il faut aussi éventuellement pouvoir screener des boucles, des positions, pour repérer ce que j'appelle des points chauds, qui vont pouvoir donner de la flexibilité, pouvoir basculer d'une activité à l'autre. Donc c'est un peu sur cette technique aussi qu'on travaille beaucoup pour optimiser les protocoles d'évolution, entre de l'évolution dirigée rationnelle qui a montré la puissance, de l'évolution aléatoire qui donne des informations mais qui n'est pas assez puissante pour converger puisqu'on n'a pas une méthode de criblage assez forte derrière pour explorer tout l'ensemble. Donc on voit c'est des nouvelles techniques que nous sommes en train de développer. Mais finalement, avec le mutant augmenté environ de 1000 fois l'activité, on voit qu'il est d'ores et déjà capable de dégrader très efficacement le paroxone et le parathion, qui sont deux insecticides classiques, et qu'on voit que dans certains cas, en moins de 5 minutes, le paroxone, on peut le dégrader complètement, et le parathion, à peu près en une dizaine de minutes à 15 minutes, selon la concentration, on peut le faire. Donc on a déjà une enzyme qui est capable de pouvoir nettoyer une station de métro en cas de pollution, d'attaque terroriste. Donc, depuis le début, je vous ai dit que cette enzyme avait deux activités. Une activité lactonase et une activité phosphotristérase. Donc, vous voyez, l'activité phosphotristérase pour l'armée, la sécurité civile, les problèmes industriels, puisque c'est quand même des produits qui sont utilisés largement, qui posent des problèmes. Donc, on a l'idée d'exploiter ça. Mais aussi, il y a l'activité lactonase. Et l'activité lactonase, ça peut avoir un agent antibactérien. Donc, comment? Donc, brièvement, les bactéries sont capables d'adopter un comportement de groupe, qu'on appelle le quorum sensing. Elles ne vont déclencher que leur comportement lorsqu'elles atteignent une certaine quantité. Donc pour cela, elles ont besoin de communiquer, et chez les grammes négatifs, principalement, elles communiquent avec ce qu'on appelle les homocérinlactones, la molécule que je vous ai montrée précédemment dans le site actif. Donc, on voit, les bactéries, par exemple telles que Pseudomonas aeruginosa, sécrètent ces molécules. Plus il y a de bactéries, plus la concentration de ces molécules va être importante. Et dès qu'on obtient une concentration critique, ça permet de réguler l'expression de certains gènes, notamment les gènes de virulence. Donc les gens, rapidement, ont vu l'intérêt d'utiliser, de bloquer le quorum sensing, soit en bloquant le récepteur, ou soit en dégradant les molécules. Et ça a été utilisé avec succès avec des plantes transgéniques, justement, pour lutter contre le pathogène Caratovora. Et aussi, on va dire, sur Pseudomonas, sur le modèle animal. On voit aussi que les facteurs de virulence aussi entraînent la formation des biofilms, et quand on utilise des lactonases, on diminue aussi la formation des biofilms. Donc, voyant ça, on s'est dit que notre enzyme étant la lactonase la plus efficace et la plus stable, qu'il y avait forcément quelque chose d'intéressant. Donc, on a aussi un petit peu amélioré justement l'activité lactonase, et on a travaillé avec Jean-Marc Rollin pour voir l'efficacité de notre enzyme. Donc ça, c'est le Pseudomonas, une souche Liverpool qui est résistante à certains antibiotiques, et la souche classique PAE1. On voit que quand on le met en culture, le Pseudomonas, il a un côté continu, un peu comme s'il avait formé du biofilm, et surtout qu'il est vert, avec, donc il traduit l'expression de piocyanine. Lorsqu'on a mis la lactonase, on voit
que le Pseudomonas n'est plus vert, donc on a bloqué la virulence et on voit qu'il n'a pas du tout le même comportement, donc on a changé son comportement. Donc on a bloqué sa virulence. On a montré aussi que ça a empêché la formation du biofilm, puisqu'on voit ici qu'en voyant le biofilm, à certaines concentrations de lactonase, on n'a plus de formation de biofilm. Et c'est important aussi de lutter contre le biofilm, puisque c'est un des facteurs de résistance des bactéries. Puisque comme les bactéries se protègent, justement, c'est pour ça que quand elles sont en nombre, elles déclenchent la formation du biofilm, ce qui, lorsqu'on rajoute des antibiotiques, il faut monter en concentration pour avoir l'efficacité initiale. Mais quand on a rajouté la lactonase, on voit sur ces antibiogrammes qu'on a restauré l'activité des antibiotiques envers la souche résistante. Là-dessus, on avait déjà des expériences in vitro, on s'est dit, tous les éléments sont ouverts pour passer chez l'animal. Donc, Fabienne Bréjon avait développé un modèle d'infection respiratoire chez le rat avec Pseudomonas aeruginosa. Dans ce modèle, avec une infection à peu près à 10 puissance 8 CFU de Pseudomonas, on a une létalité en 24 heures à environ 100%. Donc on a traité cette infection avec la lactonase et on voit qu'on a baissé la létalité de 70%. Donc l'enzyme protège contre cette infection bactérienne. Donc, on a aussi augmenté la concentration pour voir s'il n'y avait pas d'effet inattendu ou qui pourrait gêner. Donc, on est passé à forte concentration et les rats n'ont eu aucun problème lorsqu'on aura injecté l'enzyme à 10 mg par millilitre. Les coupes d'anatomopathologie n'ont pas montré de problème avec le traitement avec la lactonase. Donc, en conclusion, c'est quand même, on va dire, quelque chose d'assez intéressant, puisque ça permet, on va dire, d'avoir pas d'antibiotiques, puisqu'on ne tue pas les bactéries, on les empêche de devenir pathogènes. Donc, elles ne sont pas capables de résister au système immunitaire classique. Donc, c'est ce qu'on appelle un produit bio, plus facile. Il n'y aura pas de problème de dissémination, donc on peut l'utiliser à grande échelle, contrairement aux antibiotiques, on n'a pas le droit de les relarguer dans la nature. C'est une enzyme qui est stable dans le temps, donc avec une utilisation beaucoup plus aisée. On peut la greffer sur une surface, par exemple sur des pansements, ça ne posera pas de problème de stockage, il n'y a pas besoin de la mettre à 4 degrés. Elle est active en détergent en solvant, efficace sur certaines bactéries gram-négatives, comme Pseudomonas, Acinetobacter, et donc elle restaure aussi la sensibilité aux antibiotiques. Donc les applications, il y a une application agroalimentaire qui est le feu bactérien, on va dire donc avec les pathogènes du genre Caratovora. Ça peut restaurer la sensibilité des antibiotiques, donc ça peut être en complément. On peut aussi, comme on a vu, qu'on greffait cette enzyme avec le polyuréthane, on peut greffer, on va dire, l'enzyme sur les sondes urinaires ou respiratoires pour limiter les infections au Pseudomonas, donc les dispositifs médicaux. Elle est active aussi avec les agents qui sont utilisés dans la désinfection, donc ça peut être, on va dire, ça peut renforcer leurs actions contre le Pseudomonas, les Acinetobacter. Et une grosse application sur laquelle on se fait, c'est aussi de faire des pansements, justement aussi pour l'armée, puisque tous les soldats, par exemple américains qui reviennent du Golfe ou d'Afghanistan, reviennent avec des complications nosocomiales à Acinetobacter, qu'on appelle la bactérie du soldat. Et justement, c'est de greffer cette enzyme sur des pansements pour justement avoir une protection accrue. Et comme elle est stable, il suffit de la mettre dans le sac à dos, il y a un problème, un accident, ça peut diminuer les risques nosocomiaux. Donc on voit qu'on a deux applications avec cette enzyme. Pour décontaminer les insecticides et les agents non toxiques, donc aussi bien agroalimentaires que militaires, et aussi d'utiliser ces propriétés antivirulence. Et c'est pour ça aussi que justement que nous sommes en train de créer une société pour exploiter ces propriétés. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Remarques? Les gens qui veulent rejoindre l'INTEC. Du sang et des larmes. Ah ouais, c'est un programme à la Turquie. Biochimiste. C'est pas beaucoup de biochimistes. Bon, est-ce qu'il n'y a pas de questions? Merci beaucoup, Eric, pour cette présentation.